Salut à toutes et à tous, c'est Revanigno, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Dans cette vidéo, on va continuer un petit peu sur la notion de thread et on va aborder deux nouvelles notions. La première notion qu'on va aborder, c'est la notion d'opération atomique et la deuxième notion, c'est la notion de variable conditionnelle. Alors attention, variable conditionnelle dans le sens de thread, pas dans le contexte de structure conditionnelle à proprement parler. En fait, une opération atomique, c'est la notion qui permet à un thread de s'exécuter sans être interrompu. C'est-à-dire que le thread, il va arriver dans une ressource, il va la modifier, et en fait, l'atomicité de l'opération fait que ce thread ne sera jamais interrompu. Il va pouvoir commencer à modifier la ressource et terminer sa tâche sans être interrompu, même par un autre thread. Ce qui fait que lorsqu'on a des accès concurrents à la même ressource, malgré tout, les opérations atomiques vont faire en sorte que le thread qui est en train de manipuler la ressource aura fini de la manipuler lorsqu'un autre thread viendra pour l'éditer, pour la modifier, cette ressource. Donc c'est un petit peu similaire aux mutex, mais la différence avec les mutex, c'est qu'il y a vraiment une notion de lock dans les mutex. Lorsqu'un thread modifie une ressource à travers un mutex, cette ressource est vraiment bloquée, ce qui veut dire que personne d'autre ne peut y accéder. Il n'y a pas de concurrence. Un autre thread qui viendrait essayer de modifier cette ressource, si elle est lock par le mutex précédent, donc le thread précédent, eh bien ce thread ne pourra pas toucher à la ressource. Alors que une opération atomique, le thread qui arrive et qui est concurrent au premier thread, il pourra toucher la ressource, mais il y aura vraiment un rafraîchissement de la valeur de la ressource lorsque le deuxième thread la modifiera. La deuxième notion que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est donc la notion de variable conditionnelle dans le cadre de multithreading. Donc, qu'est-ce que je veux dire par variable conditionnelle? Eh bien, imaginons qu'on ait un thread qui va écrire dans une ressource et on implémente une variable conditionnelle qui, par exemple, lorsque le premier thread sera arrivé à terme ou à une certaine ligne de code, eh bien il changera le flag de la variable. Si c'est une variable booléenne par exemple et qu'elle est fausse, eh bien il modifiera sa valeur pour qu'elle soit vraie, et lorsqu'elle sera vraie, ça permettra par exemple à un deuxième thread de venir attaquer cette fonction ou cette ressource et par exemple de commencer à faire des choses dedans, des tâches, des instructions. Du coup on aura une synchronisation des threads qui sera paramétrée par une variable. Donc tant que cette variable ne sera pas vraie ou qu'elle ne sera pas modifiée par notre premier thread, eh bien notre deuxième thread ne pourra pas écrire dans cette ressource. Donc on va prendre tout de suite un premier exemple d'opération atomique. La première chose qu'on va faire, c'est faire un include de thread et on va également faire un include de atomique parce qu'on a besoin de la bibliothèque atomique pour bien évidemment voir les opérations atomiques. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déclarer une variable. Oui, c'est une variable globale. Donc vous allez comprendre pourquoi. Et ici, on va déclarer une fonction et l'implémenter qui va faire un increment en fait de cette variable counter. On va faire donc par exemple for int i égale 0. On va l'incrémenter 5000 fois parce qu'on va faire les choses en grand. On va vraiment exhiber des problèmes en fait qu'il va y avoir si on n'utilise ni un mutex ni une opération atomique. Lorsqu'on va modifier, lorsqu'on va appeler plusieurs fois la fonction increment depuis plusieurs threads, on va voir que le comportement il n'est pas totalement le même à chaque fois et ça va justement poser problème et ça va nous amener justement à l'utilisation d'opérations atomiques ou de mutex. Donc ici on va faire i++ et là on va faire counter++. Ce qu'on va faire ici, c'est que on va déclarer deux threads. Donc le premier, on va l'appeler T1 par exemple. On va lui passer increment. Et le deuxième, on va l'appeler T2 et on va également passer increment. Donc là, bien évidemment, je lui donne un autre nom et il ne faut pas non plus oublier de faire T1.join et T2.join. N'oubliez pas, si vous ne le faites pas, vous aurez une belle exception qui s'affichera sur votre écran. Donc là, je lance le programme. Alors, évidemment, si j'affiche pas la valeur, parce que c'était ça qu'on voulait voir, finalement, c'est sa valeur, après les opérations qui sont faites dessus. Ici, on a 5006. 5006. Pourquoi on a 5006? Voyons voir. Faisons un troisième thread, justement. On va l'appeler T3. Ici, là, on va faire T3.join, comme ceci. Et on va réafficher counter. Bon, là, on a 15 000. Vous avez vu, c'est un peu bizarre. On a eu 5006 dans le test précédent. Là, on a 15 000. Voyons voir ce qui se passe si on lance plusieurs fois notre programme d'affilée. Bon, là, on a 15 000. Ok, très bien. Voyons voir si on a encore 15 000 ici. On a encore 15 000. Relançons le programme. On a encore 15 000. Relançons encore le programme. On a 15 000. Bon. Essayons de faire autre chose. Essayons de faire un vecteur de thread. Imaginons ici qu'on ait
un vecteur de thread, évidemment std thread, pas thread. On va l'appeler list t. Ici, par exemple, on va faire une boucle for, int i égale 0, i inférieur à 100 par exemple. Donc on va stocker 100 threads dans notre vecteur, donc il va y avoir 100 threads qui vont en même temps, simultanément toucher, modifier la variable counter. Ici donc, on va faire bien évidemment list t unplaceback std thread increment, comme ceci. Voilà. Donc celle-ci, on va s'en débarrasser, là, les 3 threads qu'on a fait avant. Et là, au lieu de faire t1.join, t2.join, etc., en fait, on va juste faire for auto list t. Et là-dedans, on va faire list.join, comme ceci. Je supprime bien évidemment ces 3-là. Donc là, on va voir ce qui se passe. On a 100 threads, et ces 100 threads vont incrémenter notre variable counter 5000 fois chacune. On va voir ce qui se passe, on va voir les résultats qu'on a. Donc là, ok, on a 500 000. Voyons si on lance le programme à nouveau. Ah, on a quelque chose de bizarre. On a 495 797. Voyons voir si on relance le programme à nouveau. 498 704. On a encore une valeur différente. Relançons encore le programme. On a 480 971. En fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'incrémentation de notre variable counter. Nos threads font un petit peu n'importe quoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une concurrence entre les threads qui viennent modifier notre ressource. Et parfois, un thread, lorsqu'il lit notre variable, le temps qu'il l'incrémente, eh ben, il y a un autre thread qui est venu et qui l'a incrémenté avant lui. Ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle un data race. C'est une course de data et la conséquence de ça, c'est que notre ressource, elle n'est pas du tout incrémentée comme on voudrait qu'elle le soit. C'est-à-dire que là, logiquement, on a 100 threads qui incrémentent 5000 fois chacun notre variable counter, on s'attendrait à la fin à ce qu'on ait une valeur de 500 000. Bon, là, on voit que ce n'est pas le cas. Bon, il y a 2 solutions. La première solution, c'est d'utiliser un mutex. Bon, comme ceci, par exemple, std mutex. Donc, évidemment, il faut inclure le header mutex, std mutex mtx. Et dans la fonction increment, on va juste faire un espace quand même pour qu'on voit quelque chose, enfin, un retour à la ligne. Et ici, en fait, on pourrait faire un lock. Donc, std lock garde qui prend un std mutex, qu'on va appeler lock, qui prend mtx. Et ici, si je lance le programme, on va voir que cette fois-ci, il n'y a pas de problème. On a bien 500 000 qui s'affichent. Et si je recommence, je peux le faire autant de fois que je veux, le mutex, il va clairement bloquer la fonction increment. Lorsqu'un thread est en train de faire quelque chose dedans, il lock la fonction increment et jusqu'à ce qu'on en sorte, le thread suivant ou tous les autres ne pourront pas modifier cette ressource-là. On le voit, si je lance mon programme plusieurs fois, autant de fois que je veux, en fait, à chaque fois, on a 500 000, on n'a pas d'autres valeurs qui s'affichent. Bon, très bien. Ça, c'est via l'utilisation d'un mutex. On pourrait faire autrement. Pourquoi ? Parce que le mutex, le problème, si je puis dire, c'est qu'on a quelque part un peu un retour arrière. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'un seul thread puisse utiliser la fonction increment et donc, du coup, par extension, incrémenter notre variable counter. Mais ça, quelque part, c'est un peu du single threading. C'est-à-dire que même si on a 100 threads, dans notre programme qui tourne, un seul à la fois est capable de modifier la ressource. Bon, c'est pas forcément très pratique et c'est pas forcément une avancée stupéfiante vers l'utilisation du multithreading étant donné que notre fonction increment, elle est bloquée thread par thread. Donc à chaque fois qu'elle est lock, le thread qui va vouloir venir dans la fonction, si la fonction est lock, c'est-à-dire qu'il y a un autre thread qui est en train de manipuler cette ressource, le thread qui arrive pour vouloir écrire dans cette ressource, il ne pourra pas. Donc il faudrait qu'il attende que le thread précédent ait unlock la fonction pour pouvoir lui-même y entrer et faire les modifications qu'il veut. Donc quelque part, on fait un petit peu machine arrière. Il y a une autre solution. Il y a une autre solution que d'utiliser un mutex. C'est ce qu'on appelle les opérations atomiques. Alors, les opérations atomiques, la différence avec les mutex, c'est qu'elles ne verrouillent pas la ressource. Elles s'assurent uniquement que le thread qui est en train de modifier la ressource finisse ce qu'il est en train de faire sans être dérangé, si je puis dire. C'est-à-dire que même si on a une simultanéité de l'écriture dans la ressource qui est utilisée par plusieurs threads, ils vont chacun finir ce qu'ils font. C'est-à-dire que là, le thread qui va exécuter la fonction increment, on va s'assurer qu'il va jusqu'au bout et que même si on a un autre thread qui vient lire et écrire dans la variable counter, ça ne va pas modifier ce que fait le thread qui écrit simultanément dedans. Alors, ça a des avantages, le fait d'utiliser des opérations atomiques, et ça a aussi des inconvénients.
Les avantages, c'est, comme je l'ai dit, de ne pas utiliser de mutex, enfin de ne pas être obligé d'utiliser un mutex et donc de bloquer la ressource et eh bien quelque part de revenir un petit peu à une situation de single threading. Mais l'inconvénient, c'est que lorsque la transaction effectuée par le thread, donc quand je dis la transaction, c'est la fonction qui est appelée dans le thread, est compliquée. Donc s'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette fonction, eh bien les opérations atomiques ne garantissent pas qu'il n'y ait pas de data race. C'est-à-dire que lorsqu'on incrémente par exemple, ou qu'on fait une petite écriture dans une ressource comme un integer ou un float ou quelque chose comme ça, l'utilisation des opérations atomiques, il est utile, il est pertinent. Néanmoins, si vous avez une fonction qui est très complexe, il vaut mieux utiliser un mutex parce que vous n'avez pas la garantie que toutes les opérations que vous allez faire dans votre thread ne vont pas causer de data race si vous utilisez une opération atomique. Donc faisons-le tout de suite. Voyons un petit peu la différence déjà avec un mutex. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un std atomique de type integer qu'on va appeler counter également. On va lui assigner 0. Alors, il vaut mieux peut-être appeler le constructeur dans ces cas-là, je pense. Hop. On va commenter ces deux lignes-là. Donc là, je fais CTRL-SHIFT/, voilà, comme ceci. Là, on va commenter le logguard, on n'en a plus besoin. Et ici, on va faire F5. Voilà. Donc en fait, on ne change pas grand-chose, hein. Là, regardez, on a 500 000. Si je relance le programme, encore une fois, 500 000, relançons-le encore quelques fois pour voir, hein, pour s'assurer qu'on n'a pas de comportement différent. Donc là, on voit que bien à chaque fois, c'est la même chose, 500 000, 500 000, 500 000. Donc les opérations atomiques, comment je peux résumer ça? Ça garantit lorsque la ressource est simple qu'il n'y ait pas de data race. Mais ça ne garantit plus ce genre de situation, ce genre de conséquences, parce que les data race, en fait, c'est une conséquence du multithreading. Ça ne garantit pas que ce soit le cas, qu'il n'y ait pas de data race si la transaction est complexe. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Si par exemple, vous implémentez une fonction qui va faire un transfert d'un compte à un autre d'argent, vaut mieux utiliser un mutex parce que vous avez plusieurs choses simultanément qui vont se passer et le fait d'utiliser une opération atomique, ça ne vous garantit pas qu'il ne va pas y avoir d'accès concurrent et de modification concurrente sur votre ressource. Lorsque vous êtes dans ce genre de situation, donc incrémenter une variable, par exemple, si vous voulez faire un compteur ou toute chose qui s'en rapproche. Atomique opération, pas de problème. En revanche, transaction plus compliquée, fonction plus complexe, utilisez des mutex. Voilà. Donc ça, c'était pour les opérations atomiques. Maintenant, on va passer à la seconde notion de cette vidéo, qui sont les variables conditionnelles dans le cadre du multithreading. Donc on va se séparer de tout ça, comme ceci. Voilà, on va même enlever cette fonction et on va se séparer également de tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se séparer d'atomique et on va le remplacer par condition underscore variable. Donc ça, c'est un header qui implémente les variables conditionnelles propres au multithreading. Ici, ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, on va en déclarer une, qu'on va appeler par exemple CV. On va déclarer un mutex, qu'on va appeler MTX. Ici, ça va un petit peu se compliquer, donc accrochez-vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une variable de type bool qui va définir si notre nombre est pair ou impair. Vous allez voir, on va implémenter deux fonctions. Une fonction qui va afficher lorsque le nombre est pair et une autre fonction lorsque le nombre est impair. Cette variable-là, en fait, va être une variable qui va nous permettre, lorsqu'on va retourner sa valeur, de conditionner l'affichage de notre fonction. Donc un thread va afficher les valeurs paires pendant que l'autre thread affiche les valeurs impaires. Et tout ça, ça va bien sûr être grâce à la condition variable CV, mais également grâce à la valeur de notre variable qu'on va appeler par exemple isOdd. C'est de l'anglais pour dire est pair. Donc isPair si vous préférez ou est pair en mode question, quoi. Est-ce qu'elle est paire ou est-ce qu'elle est impaire? Donc au début, on va faire en sorte qu'elle est vraie. Parce qu'au début, on veut faire en sorte que 0, c'est considéré comme un chiffre pair. Et ici, on va définir une limite, hein, parce qu'on va faire en sorte de boucler, et on va pas non plus boucler, itérer sur des milliers de valeurs. On va faire en sorte d'avoir un integer constant, max number, qui par exemple est égal à 50. Donc c'est-à-dire qu'on va s'arrêter à 50. Ici, on va implémenter deux fonctions. La première, on va l'appeler print pair, et la deuxième, on va l'appeler print impair. Accrochez-vous, c'est un petit peu compliqué ce qu'on fait ici. On va tout de suite faire une boucle for. Donc int i égale 0, i inférieur à max number, bien sûr, parce que c'est notre limite qu'on a définie plus haut, i plus égale 2. Pourquoi i plus égale 2? Eh bien,
étant donné que c'est des chiffres impairs, on ne veut pas à chaque fois incrémenter de 1, on veut incrémenter de 2. La première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va locker notre process, notre thread. Mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser un lockguard parce qu'un lockguard, ça ne permet pas de déloquer le process. On veut quand même pouvoir le déloquer parce qu'on veut faire en sorte que notre second thread qui va s'occuper des valeurs impaires puisse à son tour venir, lorsqu'on change la valeur de la variable conditionnelle, donc qui va paramétrer si on est en train de manipuler une valeur paire ou impaire, on veut que ce thread-là puisse à son tour venir modifier notre valeur. Et donc du coup, on va utiliser ce qu'on appelle un unique lock. Le unique lock, lui, en fait, à la différence du lockguard, c'est qu'il permet de déloquer momentanément un mutex, alors que le lockguard ne peut pas. Donc du coup, ici, on va passer un mutex, on va appeler lock, et on va passer mtx. Voilà, donc là, rien de bien nouveau. En revanche, c'est ici que ça va un petit peu se corser. Ça va un petit peu se corser parce que on va faire appel à notre variable de conditionnement, cette fois, CV, et on va appeler la fonction wait. Donc la fonction wait, en fait, elle va permettre de vraiment bloquer notre process en fonction du résultat d'une variable. Donc en l'occurrence, on va utiliser la variable ici isOdd pour savoir si oui ou non on bloque le process, on bloque le thread plutôt. Donc ce qu'on passe d'abord en premier argument, c'est lock. On passe notre mutex. Bah, évidemment, on veut locker notre mutex et pas un autre mutex. Celui qu'on a déclaré ici, c'est lock. Et ici, un petit peu compliqué, on va se servir d'une lambda expression parce qu'on veut retourner l'état plutôt la valeur de notre variable isOdd. Donc on n'a pas d'autre moyen de le faire malheureusement que en passant par une lambda expression. Donc d'où l'utilité vraiment des lambda expressions dans certaines situations. Donc là on fait un return de isOdd. Voilà, tout simplement. On a presque fini. Là ce qu'on va faire, c'est un std_cout puisque on est dans la fonction qui affiche à l'écran les valeurs paires. Eh bien on va faire paire, 2 points, et là on va afficher i puisque i ici est censé être paire, je vous le répète. Alors ici, donc on a presque fini. Il faut bien évidemment modifier la valeur de la variable isOdd, puisque maintenant on l'a utilisée, on a affiché un nombre pair, maintenant on veut faire en sorte qu'elle est fausse pour que notre autre thread puisse à son tour afficher une valeur impaire. Donc on va faire isOdd égale false. Et là, la dernière chose qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on puisse faire en sorte que le thread actuel puisse en fait envoyer un signal, si je puis dire, envoyer une notification à l'autre thread pour lui dire « Ok, c'est bon, j'ai terminé, maintenant tu peux t'occuper de faire ce que tu as à faire. » Donc on va faire ça à travers la variable conditionnelle et on va appeler la fonction notify_one. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une fonction qui permet de faire en sorte d'envoyer un signal, si je puis dire, pour qu'un autre thread puisse à son tour faire ce qu'il a à faire, comme j'ai dit. Donc ici, dans la fonction print impair, on ne va pas se compliquer la tâche, on va juste faire un copier-coller. On va changer juste un petit truc. C'est déjà, on veut retourner vrai lorsque isOdd est faux, bien sûr. Ici, on veut que isOdd maintenant soit égal à true pour que à son tour, l'autre thread puisse faire ce qu'il a à faire dans la fonction pair. Ici, on va changer pair en impair et normalement, c'est OK. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va instancier deux threads. Donc thread T1 qui va s'occuper de faire print pair et un thread T2 qui va s'occuper de faire print impair. Comme ceci. Et là, bien sûr, T1.join et T2.join également. Donc là, en principe, si j'ai pas fait de bêtises, en lançant le programme, on devrait avoir les choses qui se passent correctement. Est-ce que c'est le cas? Voyons voir. Non, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé du coup. Ici, il faut pas que ça commence à 0. Petite erreur de ma part, il faut que ça commence à 1. Et ici, il faut pas que ça commence à 0, il faut que ça commence à 2. Voilà. Si je relance le programme maintenant, voilà. Impair, non, on s'est trompé. C'est l'inverse en fait. Du coup, en fait, impair, c'est la première et pair, c'est la deuxième. Je me suis trompé. J'ai fait une petite inversion là pour le coup. Donc là, maintenant, si on lance le programme, voilà. Donc là, c'est bon. On a bien un pair 1, pair 2, un pair 3, pair 4, etc. jusqu'à 49. Bon, on aurait pu faire jusqu'à 50. On va faire, vous savez quoi, jusqu'à 50. Hop, comme ceci. Donc max number égale 51. Évidemment, puisque ça s'arrête à inférieur, c'est strictement inférieur. Donc là, on voit bien que pair 50, on est OK. Donc voilà pour les variables conditionnelles dans le cas de figure des threads. Je récapitule ce qu'on a fait parce que là, c'est un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déclaré une variable conditionnelle dans le cadre de thread. Donc, c'est une classe qu'on a appelée CV. On a déclaré un mutex. On a déclaré et initialisé une variable qui nous a servi en fait à paramétrer, si je puis dire, l'appel
d'un thread en fonction d'un autre, ou plutôt de bloquer un mutex lorsque on a une certaine valeur qui est retournée depuis la variable isOdd. Donc lorsque isOdd est true, c'est soit qu'on est au début, donc au début c'est 0, hein, et la première valeur c'est 1, et donc puisque 1 c'est impair, on est dans le cas où la variable est true. Ensuite, lorsqu'on a traité la première valeur, ici dans cette fonction, donc on traite les valeurs de type impair, bien évidemment, isOdd est true, puisque 0 c'est pair, on va dire que c'est pair. Donc du coup, on est dans le cas d'une fonction impair. Donc d'ailleurs, je me suis un petit peu fourvoyé ici, c'est print impair, et là c'est print pair. Voilà, je suis un petit peu trompé. Et du coup, à l'inverse, lorsque notre variable est fausse, ça veut dire que la valeur qui vient d'être affichée n'est pas pair, et du coup, on est dans le cas de la fonction pair, parce que la valeur précédente était impair, donc on est dans le cas de la fonction pair. Ensuite, évidemment, lorsqu'on a terminé, on remet la variable dans l'état qu'il était précédemment. Comme ça, ça s'enchaîne de manière cohérente. Et dans notre fonction donc, qui s'occupe de printer une valeur paire ou une valeur impaire, on a implémenté deux fonctions. Dans ces deux fonctions, donc, on fait une déclaration d'un unique lock qui va s'avérer bloquer ou pas bloquer le thread en fonction de la valeur de isOdd. Si c'est pair, i sera affiché dans cette fonction-là. Et ensuite, bien évidemment, on remet la variable dans l'état précédent et on envoie une notification pour que l'autre thread puisse s'exécuter à son tour. Et là, bien évidemment, on construit deux objets de type thread, T1 et T2, qui vont chacun s'occuper de faire quelque chose. L'un va s'occuper de printer les chiffres pairs et l'autre va s'occuper d'afficher les chiffres impairs. Voilà, donc là c'était un petit peu compliqué cette vidéo. Je vous invite à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Je me ferai une joie d'y répondre et d'être le plus clair possible. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao ciao.